D'être présent donc, à cette troisième édition du Festival de science-fiction lyonnais Les Intergalactiques, organisé par AOA Productions. Donc moi je m'appelle Amaury Perrin, je me suis occupé entre autres des laboratoires post-écologiques. Vous avez pu voir une partie dans la cour et une partie à l'étage avec une imprimante 3D et une exposition réalisée par l'association AADN. Voilà, avec d'autres petites choses que je vous inviterai à découvrir sur la fin de la journée. L'idée de... Donc cette année, le thème post-écologie, l'idée c'est un petit peu d'explorer des pistes qui sont déjà maintenant accessibles, disponibles pour intégrer un petit peu l'écologie de manière... l'écologie dans nos modes de vie. Et donc... le sujet de cette table ronde, c'est d'explorer un petit peu plus cette thématique de l'écologie 2.0 au sein de la ville. Donc, entre politique alternative et utopie, penser l'avenir écologique de la ville. Nous avons comme intervenant Guélon Canarozzi, architecte, qui pourra vous présenter un petit peu certains des travaux qu'il a pu réaliser dans le cadre de ses études d'architecture, en lien avec l'exposition Lyon Cité Végétale 2100. Donc vraiment penser la ville de demain, la place de l'écologie au sein de la ville, et un petit peu chambouler la vision classique, contemporaine qu'on a de la ville. Léonard Pinton, donc cofondateur de la Petite Rustine, qui a un atelier d'autoréparation de vélos et d'écomobilité. Donc vraiment réinterroger notre manière de penser la mobilité en ville, de se dire que le tout automobile n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions au contexte urbain. Donc on aura l'occasion d'en revenir un petit peu, de voir quelles réflexions ont lieu actuellement sur cet aspect mobilité, interconnectivité des modes de transport, pour avoir une ville un petit peu vivante, aérée. Émile Baume, élu Europe Écologie Les Verts, qui sera notamment, à partir du 1er janvier 2015, conseillère à la réduction et à la prévention des déchets à la source au Grand Lyon. Donc, thématique de la réduction et de la prévention des déchets à la source, c'est vraiment l'idée de ne plus considérer que le déchet est une chose dont il faut se débarrasser, mais vraiment une ressource à la base, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à partir du déchet, que ce soit du réemploi, que ce soit la réutilisation, du tri à la source, vraiment relocaliser un petit peu aussi l'économie du déchet, le rapport qu'on a avec le déchet. Et donc Eric Emino, qui est dessinateur et illustrateur, qui a travaillé sur un certain nombre de BD et qui fait notamment partie des membres de la Volt, et qui travaille sur la prochaine BD adaptée du roman d'Alain Damasio, pardon. La Horde du Contrevent. Ils étaient là avant. Ouais, voilà. Ils étaient aussi. Ils ont déjà tout expliqué. Donc s'il y en a dans le public qui nous feront un petit résumé à la fin de la table ronde d'avant. Mais voilà, donc du coup d'avoir un petit peu aussi une vision d'artiste, une vision d'esthète quant à qu'est-ce que pourrait devenir cette ville de demain, un petit peu une projection dans l'utopie. Donc voilà, pour finir d'introduire un petit peu le sujet, je me suis un peu posé la question, comment était traitée la ville dans la science-fiction, et on se rend compte que la plupart du temps, on est face à un petit peu des villes tentaculaires, des super-cités, que ce soit Trantor chez Isaac Asimov, Coruscant dans Star Wars, qu'est-ce que j'avais mis, les monades urbaines aussi de Robert Silverberg, donc vraiment des grands ensembles, des espèces de grandes tours où tout est à disposition dans la tour et où les gens n'en sortent plus. Au final, un monde urbain vraiment en vase clos, ou au contraire un monde urbain qui a vraiment colonisé l'ensemble de la planète, comme des Trentors, des Coruscantes. Donc, première question que je me posais, là on est en 2014, en 2050 on sera 60 millions de Français à vivre en ville, donc voilà, la population française actuelle sera toute concentrée en ville d'ici 35 ans, donc c'est vraiment demain. Est-ce que ces mégacités, ça vous apparaît à tous les quatre comme une évolution inéluctable, souhaitable, nécessaire au niveau de nos manières d'investir la ville, de vivre en ville,
Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui se sent un petit peu avec les hostilités? Elon, peut-être à partir des travaux que tu as pu réaliser. Galen Canarozzi, donc architecte diplômé de l'école de Lyon. Il faut que tu rapproches. Ouais, il faut parler plus fort. À ta question, je dirais que, en fait, pour moi, c'est presque pas de l'ordre de l'utopie, c'est mégavilles et mégacités tentaculaires, parce que si on regarde les mégalopoles dans le monde entier, on y est presque déjà. Des grandes villes comme Tokyo, Shanghai ou New York ont des façons de vivre qui sont déjà complètement différentes des nôtres. La surdensification des villes fait qu'on arrive à un mode de vie qui est complètement différent. Les tailles de logement diminuent et du coup on a tendance à sortir tous les usages du logement pour aller les pratiquer à l'extérieur du logement. La ville comme on la pratique aujourd'hui, on va dire en Europe, où il y a un espace public qui est sur un niveau, parfois deux. Là-bas, ils sont déjà à R+5, R+6 et à travailler des terrains de foot sur les toits à plus 15 étages. Donc, juste voilà, en introduction, je dirais que ce qu'on croit être des utopies aujourd'hui, qui ne sont pas des modèles de villes européennes, sont déjà des réalités dans les grandes mégalopoles du monde entier, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant de se tourner de ce côté-là et de voir comment les gens vivent là-bas, qui sont déjà des façons radicalement différentes de vivre par rapport à ici. Pour continuer. Il me semble que c'est pas forcément ce qu'on souhaite en fait. Ça peut donner à réfléchir comme ça dans l'absolu avec les beaux visuels de mon voisin, par exemple. Mais dans le concret du ici et maintenant, je ne crois pas que ce soit souhaitable, raisonnable et responsable de continuer à densifier et à développer des grandes mégalopoles pour des questions toutes simples de désert entre les grandes mégalopoles. Enfin, en fait, quand on fait l'écologie pratique ici et maintenant, on est censé se poser trois questions. On se dit où sont nos ressources, comment on mobilise nos ressources, donc l'eau, l'alimentation, à minima, l'énergie. Ensuite, comment on gère le collectif, donc du collectif surdensifié, comme tu disais là. J'ai la chance d'avoir discuté avec quelqu'un qui lit de la science-fiction, parce que je ne vais pas mentir, j'en ai pas très peu lu. Mais dans l'exemple que tu as cité, dans les nomades ou des je sais pas quoi là, voilà, visiblement il y a des sortes de castes ou de je sais pas quoi. Enfin, le collectif, la liberté, l'émancipation, je crois que c'est des trucs pas très simples dans ce monde-là, si je me gourre pas. Et puis le troisième pied de question, et ça doit faire causer à mon avis le public, c'est la place de la technologie. Une fois que tu as répondu à ces trois questions-là, tu vois la forme de ton lieu de vie. Donc monsieur l'architecte nous dirait que peut-être que le lieu de vie le plus intéressant pour ces trois données-là, ça reste quelque chose de vertical, mais rien n'est moins sûr. Donc moi, en tant qu'écologiste, je préfère quand même qu'on reste sur du vivant viable, responsable et apaisant, donc pas du tentaculaire surdensifié, mais plutôt occuper l'espace en gérant le collectif et pour ma part sans trop de technologie, mais c'était pas la question. Mais comme j'ai dit que c'était trois points importants, voilà. Bonjour à tous. Alors, moi, oui, je vous avoue que je me pose un peu la question de ma présence ici. Désolé de dire ça aussi frontalement, mais moi, j'ai pas trop réfléchi à ces questions-là, je vous avoue. Moi, il y a une chose qui me fascine. Enfin, moi, je suis pas parisien, mais j'y vais régulièrement. Et j'ai vécu mon enfance plutôt à la campagne. Et quand même, moi, ce qui me fascine dans les grandes cités comme Paris, c'est de voir à quel point tout fonctionne quand même. Alors que tout a l'air... En fait, tout est extrêmement fragile, mais les flux, tu parlais de flux d'approvisionnement, d'énergie, les flux de circulation, etc. Enfin, tout ça, ça a quand même l'air de vachement bien fonctionner. Donc moi, j'ai plutôt une fascination par rapport à ça. Et, voilà, ça va pas tellement au-delà de ça. Je me suis pas trop posé la question. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour revenir sur le constat que faisait Amaury par rapport à 2050,
ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de travailler sur l'accompagnement et l'évolution de la situation de maintenant à 2050. Comme tu disais, il y a des chances que ça vire en ville tentaculaire, il y a des chances qu'on ait ces concentrations et des hypercentres. Comme tu dis, Win aussi, c'est pas souhaitable non plus. Et sur les questions d'espace et de technologie, il y a deux réflexions qu'on peut amener. La première, c'est notamment au regard de la mobilité, l'espace consommé par les véhicules en milieu urbain. On a des voitures qui sont stationnées à 80% du temps garées en ville. On doit avoir un parc de voitures d'1 500 000 véhicules voitures sur l'agglomération lyonnaise. C'est énorme si on imagine que chacune de ces voitures prend à peu près 4 mètres carrés, à minimum, et que ça fait 150 000 voitures qui, à 80% du temps, ne circulent pas. On n'est peut-être pas obligé de restreindre l'espace qu'on occupe dans le logement pour de l'usage personnel, pour derrière avoir du collectif qui vient répondre à d'autres questions. En même temps, ce qu'on fait dans des ateliers participatifs de recyclage de vélos, c'est que au lieu d'avoir un garage chacun, on bricole tous ensemble et au final il y a de l'échange. Donc dans la gestion du collectif, finalement, quand on va vers une hyper-densification des villes, il y a quand même des réponses à accorder dans le fait de, comme tu disais, Guélan, c'est ça ? Guélan, pardon. Comme disait Guélan, on peut avoir des espaces collectifs et on peut avoir des espaces qui restent des espaces d'émancipation et de liberté, tout en gardant des espaces privés, surtout qu'on est en mesure de réduire la consommation d'espaces urbains encore à l'heure actuelle. Collective, je veux dire. Alors, je vais essayer d'entrechoquer un peu tous les thèmes qui ont été abordés ici aussi. Mais pour revenir d'abord sur la question de la densité, parce que c'est un sujet qui est intéressant, c'est ce qui est propre aux villes. Il y a certaines personnes qui vous diront que c'est pas bien, d'autres qui vous diront que finalement c'est plutôt intéressant. Il y a une problématique, on va dire plutôt contemporaine, qui est celle de l'étalement urbain, qui pose des problèmes parce qu'en fait on développe des linéaires de surface pour pouvoir rendre accessible en viabilité des terrains, en imperméabilité des terres. Il y a plein de problèmes qui sont liés à ça, qui est inévitable parce que 80% des Français souhaitent vivre en maison individuelle, donc c'est une vraie problématique. Tout le monde a envie d'un jardin, tout le monde a envie d'un garage et puis d'avoir des pâquerettes dans son jardin, donc c'est un vrai sujet. Ceci dit, aujourd'hui les flux ont plutôt tendance à se diriger de la campagne vers la ville, pour des raisons qui sont assez évidentes, notamment économiques, c'est là où il y a du travail, c'est là où il y a des ressources. Et sur cette problématique de densification de la ville, je dirais que ce qui est plutôt intéressant, c'est de se poser la question de ce qui est bien dedans, c'est-à-dire que on optimise un bâtiment qui monte dans les étages, va mutualiser ses consommations d'énergie, va limiter son emprise au sol, donc c'est plutôt une bonne chose. En contrepartie, le vrai problème, c'est la qualité des espaces publics qui sont résiduels. Et là-dessus, je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la hauteur des immeubles qui pose problème, en tout cas pas dans une ville comme Lyon, parce qu'on est limité à des gabarits, 5-6 étages. Bon, il y a des tours qui poussent à droite à gauche, certains d'entre vous l'auront peut-être vu, mais on est encore limité par la belle fourvière, et on espère encore le rester. Mais effectivement, la place de la voiture dans la ville est beaucoup plus préoccupante que la question de la montée des immeubles. Ça me permet aussi d'engranger sur une problématique qu'on avait eue nous dans le cadre de nos études, en se projetant sur Lyon à 2100, et sur en parallèle un postulat qu'avait fait un auteur, alors, je ne veux pas faire l'intellectuel et citer plein de gens, mais il y a quelqu'un qui s'appelait Alberto Magnaghi qui avait fait un bouquin qui s'appelait Le projet local, et il faisait un constat sur l'espace public aujourd'hui en disant le problème c'est que les espaces de détente et de loisirs du piéton sont marginalisés. Ça veut dire que en fait, les rues sont des espaces de flux dédiés à la voiture, les places ne sont que des nœuds où se croisent en fait ces flux, et les espaces de détente pour l'urbain, c'est on va dire les grandes places ou les parcs qui sont en retrait de l'espace public. Et ce qu'on appelait à une époque l'espace public dédié aux piétons, la rue piétonne, et il est aujourd'hui marginal en ville. Et ça, c'est dommage. Donc on se posait la question, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, sur un scénario un peu fictif, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, à moyen terme et à plutôt long terme, le piéton puisse se réapproprier l'espace public et faire des choses aussi simples que s'asseoir au milieu de la rue, qui est des choses qu'on fait plus
nos jours, qu'on a oublié, parce qu'on se dit finalement, bah non, je peux m'asseoir, il y a une voiture qui passe, alors que la ville, finalement, c'est un lieu où les gens échangent, se rencontrent, vivent, et ça ne devrait pas être un lieu où les voitures circulent. Bon. Donc voilà, c'était pour faire évoluer un peu le débat. Moi, il me semble que, je me disais, je suis pas du tout, je ne connais pas forcément très bien ce genre qu'est la science-fiction, mais un des objets de la table ronde, sur ta présence, c'est de se dire, mais je réagis sur ce que tu viens de dire. En fait, il faut que chacun se... Enfin, là, aujourd'hui, c'est quand même... On n'est pas dans un monde super heureux. Enfin, chaque matin, pour ma part, je n'entends pas que des bonnes nouvelles. Ou, voilà. Mais on a une chance, c'est qu'on peut chacun se construire un imaginaire. Alors, certains ont un imaginaire, justement, qui vient de lecture ou de choses qu'ils ont vues en science-fiction, mais comment on fait collectivement pour se reconstruire un imaginaire positif et faire de la prospective, justement, et se dire, parce que moi, Lyon 2100, enfin, personnellement, oui, pourquoi pas Lyon 2100, mais c'est pas Lyon qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, je ne suis pas pour qu'on stérilise tout le monde. Moi-même, j'ai un petit bébé, j'ai envie que ce petit bébé, il puisse... dans 30 ans, se nourrir, respirer juste la base de l'eau, de l'air, parce qu'a priori, ça ne changera pas. Un peu de nourriture, comment on fait pour s'organiser collectivement, et je retombe sur mes pieds sur comment on fait pour qu'il y ait toujours une forme de liberté individuelle, qui est du respect du collectif, qui est du respect des autres êtres vivants. Et il me semble que tous les auteurs, au sens large du terme, qui gravitent dans le grand monde de la science-fiction, amène des petites clés, enfin des petites lumières ou des grandes lumières. Et il y a d'autres gens comme des architectes ou comme des élus politiques qui peuvent agréger un peu tout ça, essayer de proposer des choses. Et après, on arrive dans le processus de consultation des habitants, tadadi, tadada, et on arrive à faire vivre des alternatives comme ce que tu portes, enfin, ce que porte ta structure. Mais c'est vrai que moi, ça me ferait plaisir. Enfin, ça ferait sens pour moi que les gens, je sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont des imaginaires très développés, justement parce qu'ils ont navigué dans plein d'œuvres, mais qui par contre, dans le concret du quotidien, n'ont pas le souhait, ou n'ont pas le cadre, ou n'ont pas les atouts de mettre en place ces choses qu'on pourrait appeler alternatives et qui nous ferait avancer, justement, parce que ce truc de dire ouais, on fait de la prospective, non mais attends, on fait de la prospective, mais il y a de l'urgence là maintenant, et puis si on commence pas maintenant, de toute façon, dans 70 ans, on n'aura pas bougé d'un iota. Je veux dire, ça fait 50 ans, ou au moins 25 ans, qu'on nous dit oui, faut arrêter d'accumuler. Ouais, enfin, n'empêche que la plupart des gens continuent à accumuler. Faut arrêter de vouloir faire à tout prix du profit. Oui, mais en fait, dans notre monde occidental, on continue comme ça. Donc, je suis plutôt une militante de « Ok, super, là, tous les gens qui sont là, vous avez tous plein de super trucs en tête, merveilleux, que je ne connais pas d'ailleurs. Et si un petit truc de votre imaginaire, vous tiriez le fil et si vous essayez de le mettre en place, ce serait formidable. » En profiter du coup pour refaire peut-être un lien vers les laboratoires post-écologie, où du coup voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir montrer par des petites initiatives au final accessibles à tout le monde, hein, je sais pas s'il y en a qui ont déjà pu faire un petit saut, voir un petit peu ce qui était présenté, mais on a donc Ezelia, une structure qui propose aux gens d'aller vers du lombricompostage en appartement, c'est-à-dire de faire des petites cultures de vers de terre qui vont pouvoir dégrader la matière organique, manger les déchets de cuisine directement chez vous et puis le transformer en compost. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible. C'est un petit peu comme avoir un aquarium chez soi, sauf que de l'eau, au lieu d'avoir de l'eau et des poissons, ben on a des déchets, des vers de terre. Bon, on les voit moins bien parce qu'ils aiment bien être dans l'obscurité, mais voilà, dans cette idée, on présente aussi 2-3 petits travaux d'une structure là qu'on est en train de commencer à voir émerger, qui s'appelle la Brigade de construction collective. Du coup, des petites structures en hydroponie qui permettraient de cultiver chez soi, en appartement,
des aromatiques, voire même des fruits et des légumes. Donc ça, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, où on arrive maintenant par le biais de techniques hydroponiques à avoir de la production en fait vivrière dans son appartement. Donc vraiment aussi cette thématique de comment le citoyen, nous tous en fait, on peut se saisir de petites choses ici maintenant pour commencer à amorcer un petit peu des changements de comportement, des changements dans la prise de conscience qu'on a aussi sur notre environnement. Voilà, parce que du coup la ville a aussi un petit peu plus cet aspect, a tendance un peu à nous déconnecter. On appuie sur le bouton, on attend le métro, il vient nous chercher, il nous emmène à un autre endroit. On passe. Il y a beaucoup de cadres comme ça où on est relativement passif. Chose qui se retrouve peut-être moins dans le milieu rural où les gens doivent faire la démarche d'eux. Mais voilà, donc c'était une petite parenthèse que je voulais apporter là-dessus. Faire le lien avec le rapport passif, et l'exemple du métro est assez intéressant là-dessus. Le métro a cette capacité, ou la voiture par exemple, plus le métro, à désorienter énormément les personnes, c'est-à-dire qu'on rentre, on passe dans un tunnel et on réapparaît à un autre endroit. Et je pense que c'est corrélé avec le rythme des vies qu'on mène aussi, les quêtes de satisfaction qu'on a par paquet de 3 minutes, à regarder des vidéos sur internet ou tout ça, où finalement on brise le rapport de continuité qu'on a avec les choses du quotidien. Et comme tout est une myriade de petites choses, c'est Damasio et Deleuze qui bossent pas mal sur ces concepts de diversité en soi de l'individu, et finalement, et comme on finit par se morceler nous-mêmes, à morceler notre quotidien. Et je pense que dans les choses les plus importantes quand il faut penser écologie, c'est justement d'essayer d'entamer des rapports de continuité systématique en fait, et de penser non seulement à aujourd'hui, demain, et tant qu'à faire pousser la réflexion jusqu'à la génération future, comme pour les enfants des mines par exemple. Et sur le morcellement, sur la thématique de la ville, on peut aussi énormément travailler, notamment au regard de la voiture, qui, quand on a des axes comme Garibaldi, qui sont en train d'être apaisés, on dit, c'est des clivages qui, ça crée des barrières au milieu des villes où le piéton n'ose plus traverser finalement le boulevard Garibaldi, le boulevard des Belges. Et ça fait des micro-zones comme ça, finalement, dans lesquelles on a du mal à sortir de ça, et finalement, on se met en ghetto nous-mêmes. Et ça me fait penser à une phrase de Didier Tronchet, qui a écrit le petit traité de philosophie, qui est rempli de mauvaise foi cycliste, mais quand même assez intéressant, et qui disait que jamais une espèce sur Terre n'avait accueilli son prédateur avec autant d'enthousiasme. Et je pense qu'au regard de la voiture, l'espèce humaine a vraiment des questions à se poser sur les dégradations, sur la santé publique que ça fait, sur le pourquoi on ne s'assied pas sur le bord de la route, parce que ça fait du bruit, parce que c'est plein de microparticules, parce que apaiser la ville, et je crois que tu as peut-être quelques idées aussi là-dessus, il y a matière à réfléchir. Voilà, ça suggère plein d'idées chez moi, notamment une image assez particulière. À une époque, j'étudiais la place du Pont, la place Gabriel Péry, que certains d'entre vous connaîtront peut-être, qui est une place sur laquelle, on va dire, la municipalité a plutôt des problématiques liées à l'usage, parce qu'on ne souhaite pas forcément qu'il y ait trop de gens sur cette place. C'est une place où historiquement il y avait du deal. Et moi, je vivais pas loin à l'époque, et en passant tous les jours devant, je voyais cette bande de personnes âgées assises au bord de la route sur un pauvre morceau de pierre avec toutes les voitures qui passaient à un rythme effarant. Et ça me faisait penser au fait qu'en fait, c'est pas forcément des contraintes techniques qui vont faire qu'on va s'asseoir ou pas dans l'espace public, c'est aussi une question de culture, quoi. Et ça veut dire, est-ce qu'on a été éduqué à vivre dans l'espace public ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on l'utilise, et qu'est-ce qui fait que demain on va se réapproprier la rue. Je trouve aussi intéressant qu'autour de cette table, il y a un peu tous les acteurs de la ville de demain. Ça veut dire un peu le citoyen qui est moi, on l'est tous, et on va parler de démarche éco-citoyenne, et c'est do it yourself, et comment est-ce que simplement en tant que groupe citoyen on peut commencer à mettre en place des pratiques urbaines qui sont indépendantes des grandes entreprises et de la ville. Il y a la ville elle-même qui est aussi représentée par Emeline avec
c'est quoi avoir des politiques, on va dire, écologiques à l'échelle urbaine. Et puis, il y a des architectes, très humblement, qui ont aussi un peu les mains liées, parce qu'au quotidien, on fait quand même plutôt des bâtiments avec beaucoup de règles et beaucoup de gens à contenter. Et on n'a pas forcément souvent l'occasion de révolutionner, j'en parlais tout à l'heure au stand de la pièce Rustine, sur la problématique du vélo et des halls d'entrée. Et effectivement, aujourd'hui, la loi impose de faire des locaux vélos pour le logement. Alors, il y a plein de normes là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais ceci dit, on ne fait qu'appliquer un règlement et repenser et vivre autrement, c'est pas forcément non plus faisable, en tout cas aujourd'hui en tant qu'architecte. Ce qui mène à un autre point, et qui est pour moi plus rattaché à ce festival, c'est on a besoin de rêver, on a besoin d'utopie. C'est important d'en avoir parce que le quotidien ne permet pas forcément de les appliquer. C'est important de changer son quotidien tous les jours, les petites choses du quotidien qui font qu'on peut réfléchir autrement. Mais moi, c'est ce que je trouve assez formidable dans tout ce qui va être les utopies urbaines, dans nous on a travaillé sur les cités végétales et tout l'imaginaire que ça peut susciter, c'est sortir un petit peu de ce quotidien parce que ça fait partie de notre culture, c'est ce qui permet d'envisager la ville autrement que dans la façon dont on la voit tous les jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est pas juste des dessins, et ça suscite tout un imaginaire qui, en tout cas, nous, on l'avait poussé sur une réflexion sur Lyon dans 100 ans, pas pour dire qu'il y avait forcément un avenir particulier, mais se projeter dans le long terme et se poser des questions sur comment est-ce que la ville pourrait muter, c'est quoi les thématiques importantes. Et je trouve intéressant le thème qu'il y a ici, puisqu'on parle de l'avenir écologique de la ville. Alors, pourquoi est-ce que c'est la thématique écologique qui est intéressante et qu'est-ce qu'elle implique? Ça, je pense que c'est plutôt intéressant. Moi je vous écoute, je trouve ça super intéressant. Parce que je pourrais être là. Ça bien. Un petit peu dans ce rapport à l'utopie que les gens ont besoin aussi d'utopie, ont besoin de vision. Est-ce que toi, dans ton travail de dessinateur, tu as déjà été amené à imaginer des villes ou même d'autres cadres et du coup à vouloir un petit peu susciter des visions positives via ce travail un petit peu, parce qu'on dit la vision de l'artiste, en fait, donc vraiment de... Oui, ça aurait pu être le cas, mais il se trouve que les BD que j'ai faites pour l'instant, je ne me suis jamais confronté à cette problématique-là. Et puis La Horde du Contrevent, c'est un roman campagnard. Ça se passe essentiellement dans la nature, dans des déserts, dans des steppes, etc. Non, pardon ? Oui, il y a une cité, effectivement, qui est... Là, pour le coup, l'écologie tourne autour de la présence du vent. Voilà, mais bon, c'est peut-être un peu éloigné de... Mais, enfin non, je vous assure, je n'ai pas trop réfléchi à cette question. Moi, je peux peut-être développer un peu sur la notion de nature en ville, de ville végétale, parce qu'on entend souvent parler de ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de coulée verte, on parle de trame verte. Moi, ça m'avait beaucoup intéressé à l'époque, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on se projette, dans certains cas, la ville du futur comme étant verte, végétale? Est-ce que ça veut dire que c'est forcément intéressant? Et nous, on nous demande plutôt de se positionner sur comment on va le proposer. C'est quoi en fait les avantages d'avoir des villes vertes? Et ça, pour moi, c'était plutôt une problématique. Alors, nous, on avait développé la thématique de l'eau, parce que avoir du végétal en ville a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça fait des puits de carbone. Ensuite, c'est que ça fait des lieux de loisirs, de détente. Et puis, il y a toute une somme d'avantages à ça. Et les végétaux ont aussi une fonction, on va dire, de recyclage qui est assez intéressante, puisqu'on commence à entendre parler de phytoépuration, qui est du recyclage naturel de l'eau par les plantes. Et puis, en tout cas, nous, dans notre démarche, au fur et à mesure, on s'était dit, on va s'intéresser à Lyon, parce que c'est le territoire dans lequel on vit, et on va essayer de regarder c'est quoi la place de l'eau dans Lyon. Parce que qui dit eau dit forcément végétaux, parce qu'il n'y a pas de végétaux sans eau. Et comment la ville de Lyon, elle joue avec ses végétaux. Et puis on s'est rendu compte, tiens, il y a un petit parc qui est pas loin de la ville de Lyon, qui s'appelle le parc de Miribel-Jonage, qui est tout juste un des plus grands parcs en périphérie de ville dans toute la France. On a un captage qui s'appelle les puits de captage de Prémieux, qui capte de Crépieux, autant pour moi, dans lequel on capte l'équivalent de 5 fois le volume du crayon en eau potable, et ça alimente toute l'eau potable de Lyon. Donc en fait, la flotte qu'on voit ici, elle arrive de 5 km, et
ça, on va dire bah ok, cool, c'est normal, c'est de l'eau. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de villes, enfin il n'y a pas toutes les villes qui ont cette chance-là dans le monde d'avoir de l'eau qui est, on va dire, juste à côté. Et ensuite, sur la thématique de l'eau à Lyon, c'est super intéressant parce que, comme vous le savez, voilà, on a un fleuve et une rivière, et toute l'histoire de Lyon et la façon dont la ville de Lyon s'est développée est liée à l'eau. Ça veut dire on a commencé sur la colline de Fourvière, puis on est descendu au niveau du Moyen-Âge dans le Vieux-Lyon, et puis on avait la Saône qui débordait régulièrement, donc on n'osait pas trop avancer. Puis un jour on se dit ok, on part au milieu sur la presqu'île, sauf que le Rhône était un fleuve impétueux, et du coup on ne pouvait pas y faire grand-chose. Et on a décidé à un moment d'endiguer le Rhône, en fait, de canaliser les parois du Rhône pour qu'on arrête de crever chaque fois que le Rhône déborde de son lit. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on a créé ce qui est aujourd'hui le boulevard périphérique, qui à l'époque était une espèce de digue pour contenir le Rhône. Et puis on a endigué Lyon. Et après on arrive au XVIIIe siècle et on commence à endiguer et on traverse le Rhône enfin pour commencer à faire le 6e arrondissement, puis le 3e, puis le 7e. Et en fait, toute l'évolution de la ville de Lyon est liée directement à son fleuve, quoi. Donc ça, nous, on trouvait ça plutôt intéressant parce qu'on croit qu'on est dans une ville qui est entièrement artificielle et finalement, elle est vraiment liée à l'évolution et à la capacité qu'on a eue à maîtriser son cours d'eau. Et ça, c'est plutôt intéressant dans les questions des utopies, le rapport entre la ville et son environnement et ce qui est naturel et artificiel. Et nous, en réfléchissant sur Lyon Cité Végétale 2100, on est parti d'un constat. On a dit, ok, donc 100% des fleuves dans la ville de Lyon, leur cours d'eau, il est parfaitement artificiel. Il n'y a rien de naturel. La seule chose qu'il y a de naturel dans les cours d'eau dans la ville de Lyon, c'est l'eau elle-même. C'est-à-dire la qualité de l'eau. On dit c'est quand même dommage, on a un fleuve là qui est en ville, il est pratiqué par quelques bateaux, il est beau parce qu'il gère un grand corridor visuel et on a la vue sur toute la ville, mais dans le fond, sa fonctionnalité, pas vraiment utilisée. On a une centrale hydroélectrique à Pucet, donc ça alimente toute la ville de Villeurbanne, ça fait des barrages en aval, mais l'eau en soi, qui est un élément fondamental, on ne l'utilise pas. Et on s'est dit, on va prendre le sillon, on va prendre le débit initial qui rentre dans la ville, et puis on va l'éclater en ville. Ça veut dire, là on rentre un peu dans des schémas un petit peu utopiques, et on va éclater l'eau en ville pour pouvoir s'en servir dans les plus petites rues, pour créer ce qu'on appelait nous à l'époque une trame verte. Et la seule condition qu'on avait mise dans ce scénario un petit peu utopique, c'est-à-dire qu'on restitue le débit et la qualité de l'eau en aval au moins identique à ce qu'il y avait en amont. Une fois qu'on a mis cette règle-là en place, on peut se projeter dans l'avenir et faire tout plein de folies. Donc, je ne vais pas débattre là-dessus pendant 2 heures parce que ça peut être un petit peu embêtant, mais tout ça pour dire que en réflexion sur une cité végétale, on va dire un peu pragmatique, même sur 2100, on était parti sur un territoire qui est Lyon, qui a ces 2 fleuves, on n'est pas n'importe où, et on peut fantasmer, rêvasser et se servir de l'eau, parce que c'est vraiment une thématique importante. L'eau, elle a une temporalité, elle a une matière. Nous, on avait fait toute une réflexion en disant, voilà, le titre de notre projet, c'était à l'heure de l'eau, l'espace hybride. Et en gros, l'idée, c'était comment est-ce qu'on vient jouer dans l'espace public avec l'eau, en faisant des bassins de phytoépuration, des petits corridors aquatiques, des piscines publiques faites avec l'eau du Rhône qui serait filtrée en phytoépuration, et comment on instaure une nouvelle temporalité dans la rue, et comment est-ce que l'eau peut prendre la place de la voiture pour redonner l'espace public aux piétons. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant que l'utopie urbaine sur un siècle, de se servir de l'eau pour ramener la végétation et révolutionner la place du piéton dans la rue pour qu'enfin il apprenne sa place sur la voiture. Donc ça soulève peut-être des idées dans la façon qu'on a de pratiquer la ville aujourd'hui, et en termes de mobilité, qui veut dire aussi temporalité, et en termes de la place du végétal et la place du recyclage dans la ville. C'est ça. Oui, c'est pour continuer, mais pour rester sur cette question des imaginaires qui peuvent être nourris, entre autres, par la science-fiction. Moi, ce que j'ai observé, donc là je parle du rôle d'élu, c'est que tous les schémas mentaux que les élus de quelque bord qu'ils soient, c'est pas une question de gauche-droite, c'est éventuellement une question d'âge. En fait, on a des schémas mentaux du XXe siècle, enfin, des siècles passés. On est sur l'école laïque et républicaine, il faut que tout le monde ait accès à la formation. Instinctivement, un élu ne se dit pas, à part certains
plus jeunes et qui viennent éventuellement de formations type, mais je ne suis pas là pour faire la pub de mon mouvement politique, il n'y a pas que les écolos là-dessus, mais qui pensent ce qu'on appelle global, c'est-à-dire qu'ils disent ok, c'est important que les gens se forment, et c'est important que les gens puissent se nourrir, que les gens puissent se loger, que les gens puissent se déplacer. Donc on retombe sur tiens, comment on vit sur un territoire, donc pourquoi pas dans une ville. Je pense que la force, entre autres, de la science-fiction est de mobiliser nos imaginaires et de se dire que chacun est acteur en fonction du rôle qu'il a dans la ville, même dans son lieu de vie. Il est parent, il est élu, il est technicien, il est habitant lambda, il est artiste par exemple, il apporte forcément quelque chose. C'est de convoquer, de recréer des modèles ou des contre-modèles pour faire avancer les choses. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas, mais je le savais dans le propos de ton collègue qui est architecte, c'est le côté pratico-pratique, comme si tout est... Bon ben voilà quoi, faut de l'eau, faut de l'air, ok. Moi je vais vous apprendre une grande chose si vous ne le savez pas déjà, parce que l'eau c'est fastoche à Lyon. Je ne sais pas si Patrice est toujours dans la salle, ce qui doit mieux le savoir que moi, mais le territoire où nous vivons, la communauté urbaine de Lyon en gros, s'il n'y a plus de transport fret, train ou camion, on a de la bouffe pour 3 à 4 jours. On a de la bouffe pour 3 à 4 jours. Après, c'est fini. Voilà. Donc, allez-y, faites un petit scénario. Comment on se démerde? Alors, il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Il y a des écologistes, entre autres. Il y a un scénario qui est porté par une association qui s'appelle Negawatt. Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait retrouver dans... Alors, tu veux pas faire une BD survivre non mais voilà, ça c'est... Et quand je disais voilà, moi je trouve, il me semble que la science-fiction comme d'autres genres peut permettre à des gens de se projeter dans des mondes dans lesquels on ne souhaite éventuellement surtout pas vivre parce qu'en fait voilà, mais ça fait gamberger, on connecte petit à petit et paf, dans le ici et maintenant on peut porter des choses. Et on peut petit à petit changer la donne, et pour ceux qui sont bien au courant, c'est ce qu'on appelle la pratique du colibri. Petit à petit, les choses changent. On n'est pas obligé de passer par des grandes révolutions, des grands incendies, des grands cataclysmes, des grandes catastrophes. Et c'est la force normalement de ce qu'on appelle la prospective. Voilà, c'est-à-dire on pense loin et global, mais on essaye d'agir local ici et maintenant. Et moi je suis sûre que vraiment moi je viens d'un autre monde, un monde où la science-fiction n'existe que très peu, mais je suis sûre que tous les gens ici ont plein de super idées pour ah ok, mais je savais pas moi qu'on avait que 3 à 4 jours de bouffe sur ce territoire, donc on va, et là on amène ton végétal dans la ville. Quand les grands élus vous disent ouais la ville verte, les trames vertes et tout, souvent les habitants ils nous répondent oui bah nous on va cultiver sur nos balcons ou sur des toits et terrasses. Voilà, on convoque les deux mondes et ça fonctionne comme ça. Et voilà, idem pour l'énergie. Je vais faire ma petite publicité par exemple. Au lieu de fonctionner dans la super ville intelligente avec des tas de bip bip là qui vous disent votre consommation d'électricité et tout, si dans nos super immeubles on pouvait recycler nos ordures ménagères en faisant du biogaz, ce serait génial. Vous cuisineriez au biogaz comme au Vietnam, tout se passe très bien là-bas. Je vois pas pourquoi dans nos pays on ne fait pas. Je peux vous expliquer pourquoi. C'est juste une question de lobbying, c'est juste une question d'envie d'accumulation d'une toute petite poignée de gens, et puis nous on est en face comme des gros bêtas. Voilà, et voilà, je vous ai proposé 2 scénarios là au moins à travailler si vous voulez vous y mettre, on répartit les rôles, et puis voilà, on se retrouve dans un an aux prochains intergalactiques et vous aurez plein d'idées, vous l'aurez fait dans votre tête sur plateau ou ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien, et puis vous nourrirez la réflexion et vous d'élus, d'architectes, et vous vous rendrez compte que finalement, vous aussi vous pouvez prendre part au quotidien et à l'avenir de votre ville, et c'est vous demain qui serez sur les listes pour vous présenter aux élections avec des super projets éthiques et responsables. Je crois que la notion de survie, elle est peut-être un petit peu exagérée parce qu'on n'y est pas confronté, mais avec l'évolution du monde et les nouveaux rapports géopolitiques qu'on aura la France vis-à-vis du reste du monde en 2050, on pourra peut-être se poser la question de la survie. Il faut essayer d'anticiper un petit peu avant. Et quand un petit peu plus tôt dans le débat, on parlait justement du rapport des citoyens, de la ville,
on a mentionné qu'une petite partie avait du lobby pour nous maintenir dans la souffrance, mais il y a quand même un autre acteur à mobiliser, je pense, qui est l'entreprise et la capacité d'entreprendre aussi. Et je pense que le rôle de Colibri ou le fait de faire ce qu'on estime qui est bon pour soi comme pour un collectif, c'est des choses qu'on retrouve pas que dans les volontés indépendantes, citoyennes, associatives, pas que chez la politique qui permet d'instaurer un cadre légal pour permettre aux architectes du coup de construire des locales à vélo ou d'autres choses comme ça. Donc c'est vraiment des rapports qui vont de concert, mais que derrière la place de l'entreprise, de l'entrepreneuriat social au sein de l'économie sociale solidaire ou de l'économie verte, c'est des acteurs qui peuvent être énormément porteurs aussi. Et je pense que dans la redéfinition qu'on a, nous, Français, de penser d'un côté le patronat, de l'autre côté le rapport politique et l'espoir politique qu'on peut avoir, et puis enfin la désillusion citoyenne vis-à-vis de l'un, de l'autre, et finalement tout le monde se tire dans les pattes. Il y a des gros chantiers aussi, quand on pense vivre collectif, à penser est-ce qu'il faut réfléchir à ce triptyque entreprise, citoyen et collectivité, et est-ce que ça peut pas être redéfini d'une certaine manière. Pour la question de l'alimentation, par exemple, il y a des vraies questions qui se posent en ce moment chez les faucheurs volontaires d'OGM. On est un pays avec des législations qui commencent à bouger vis-à-vis de la génétique modifiée dans nos aliments. Et il n'y a pas longtemps, les faucheurs d'OGM investissaient des labos de recherche pour demander au gouvernement de ne pas rechercher ou ne pas faire de recherche dans les OGM en partenariat privé avec des entreprises. Et donc finalement, quelque part, on essaie de redéfinir ces rapports entre entreprises et collectivités. On a besoin, nous, d'avoir des chercheurs de l'État français pour se poser la question de cette alimentation, parce qu'on ne va pas, comme le gaz de schiste, dire que c'est bien ou c'est mal avant d'avoir vraiment une réponse. Et peut-être que c'est des questions techniques de comment c'est fait. Mais par contre, on ne peut pas se permettre que les recherches qui sont faites pour savoir comment on fait des OGM et comment on les rend plus sains, derrière, soient reversées à des bénéfices d'entreprises. J'éclaire pas forcément le débat, mais c'est vraiment des questions qui se posent sur comment on fait pour faire travailler ces trois choses ensemble et comment on fait pour essayer de casser les clivages, surtout entre ces trois grands pôles d'acteurs. Alors, moi là-dessus, sur la question du miam en ville, de se nourrir en ville, je trouve que la problématique est vachement intéressante parce que, alors je sais pas parmi vous tous qui a grandi en ville, qui a grandi à la campagne, par contre, moi je sais que j'ai grandi à la campagne puis je suis venu en ville, et très clairement, quand on arrive en ville, il y a ce sentiment un peu de perdre pied par rapport au rapport qu'on a à la terre, et on oublie un petit peu voilà, d'où viennent les aliments. On a tous ces aliments qui sont pré-empaquetés, préfaits, qui sont dans les supermarchés. Alors il existe plein de solutions, tout le monde connaît les Biocop, les paniers AMAP, il y a des vraies solutions pour ça. Et je voulais justement en parler parce que dans le cadre des utopies urbaines, il y a des mouvements qui se sont créés, il y a des gens qui ont écrit sur d'autosuffisance. Alors j'y pensais parce que je voyais les super vitrines d'Amaury qu'il y avait là-bas où on peut planter ses tomates et être au compte-gouttes avec des petits régulateurs qui ont été fabriqués sur vos machines 3D. Donc ça, c'est effectivement un premier mouvement où on dit, voilà, si demain, effectivement, tous les camions décident d'arrêter de livrer la ville, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on positionnait les entrepôts d'approvisionnement en périphérie de ville. Ça veut dire si on bloquait la ville, il faut pouvoir y accéder. Exemple, Lyon, le marché gare, c'est à Perrache, c'est au sud, c'est en périphérie, pour être sûr de pouvoir toujours approvisionner la ville. Donc c'est sûr que c'est une vraie problématique. Quand le peuple a faim, il se révolte, c'est l'histoire, quoi. Et du coup, la problématique de demain, c'est comment est-ce que je fais pour cultiver en ville, pour produire des aliments en ville, avec les problématiques, pour revenir sur du départ, de la densité. Ça veut dire que les programmes qui sont espacivores en ville, il y en a peu, parce que le foncier est cher. Donc il y a eu des vagues, ce qui s'appelle les fermes verticales, qui sont en cours d'étude aujourd'hui. Alors il y a peu de projets vraiment réalisés, mais on se dit ok, donc il y a des tours, on va essayer de faire des champs dans des tours, et de faire tout le cycle de production et de récolte au sein d'une tour. Donc c'est parfaitement utopique à ce jour, mais c'est plutôt intéressant parce que ça pose la question de produire directement en ville et de limiter en fait le cycle général de consommation, du transport du produit, pour avoir directement en ville le produit qui a été fait. Donc ça, je ne sais pas si les jeunes ont à Europe Écologie Les Verts, qu'on l'envisage comme parfaite utopie, quoi. Bien le débat, parce qu'en fait, à chaque fois, on revient à la même question, mais c'est la question que chacun doit se poser.
Aujourd'hui maintenant, j'habite à Lyon, dans une grande ville, mais est-ce que ce que je désire, ce que je souhaite, ce que je projette pour le plus grand nombre, c'est ça, c'est une France ou un continent européen ou une planète où il y a des grandes villes et entre des grands vides, justement, c'est la question de l'aménagement du territoire, hein, comment on appréhende son territoire. Chacun a des sensibilités, chacun, comme il disait, ouais, non, c'est pas qu'il était, il y a des gens qui viennent de la campagne, comme moi par exemple, hein, qui viennent d'un monde complètement différent, où on se déplace en vélo, il y a des champs, de la polyculture, enfin le truc qui rapporte rien du tout et qui n'existe presque plus. Mais qu'est-ce qu'on veut chacun, qu'est-ce qu'on veut tous ensemble? Peut-être que pour répondre à cette question, effectivement, il faut voyager dans différents mondes, différents imaginaires, et après construire des choses ensemble. Pour ma part, en tant qu'écologiste, mais ça c'est ma vision, le projet politique de pas mal de gens, je pense que des grandes villes avec au milieu des grands vides et entre des bidonvilles, parce que clairement c'est ça, ça n'est pas souhaitable. Mais c'est à chacun de répondre à cette question et d'aller explorer le champ des possibles, de tout s'autoriser pour essayer de voir comment ça fonctionnerait. Et c'est en ça, je vais faire de la pub pour des copains d'Amaury, je pense. C'est en ça que, par exemple, une association qui s'appelle Robin des Villes organise en ce moment, depuis hier, depuis hier et jusqu'à demain, à Perrage, dans l'ancienne Halle aux Fleurs, des rencontres qui s'appellent les rencontres du cadre de ville, où nous étions ce matin. Et il y a justement des ateliers où les gens font des petites maquettes de la ville qu'ils souhaiteraient, l'organisation de la ville ou l'organisation de leur territoire. Ça paraît un peu bêta comme ça, mais parfois, quand on passe par cet acte-là de poser des choses sur des grandes planches de bois, machin, ça aide à réfléchir. Comme, par exemple, moi, ça ne me fait pas rêver de faire pousser des tomates sur des toits terrasses. Parce que je me dis, pareil, ça veut dire grande plaine céréalière à côté de ma ville. Et moi, ça, je veux pas de la grande plaine céréalière. Moi, je veux des animaux. Et les animaux, je ne veux pas qu'ils soient nourris au complexe maïs-soja qui convoque tous les OGM dont tu parles. Je ne veux pas. Donc, les grandes tours tadadi tadada, je ne le souhaite pas. Mais pour ça, il a fallu que je pense globalement les choses et que je les pose sur un papier ou que je les vois dans la prochaine BD de mon voisin qui peut-être va nous dessiner ça, quoi. Voilà. Vraiment, je vous invite tous enfin, je pense que la plupart des gens qui sont ici ont des imaginaires super divers et super développés. Et voilà, essayez d'imaginer un peu comment ça se passerait. Et si vous pouviez dessiner votre quartier, votre ville, mais faites-le nom d'un chien, parce qu'en fait, on n'est pas plus intelligent et plus important que vous. Monsieur le grand conférent. Non, mais après, voilà, forcément, on a un politique et un architecte autour de la table, donc ça fait un peu bugne à bugne, parce que il y en a qui sont ancrés dans le réel, même si nous, on l'est aussi. Je pense qu'on a tous les deux envie de rêver, on a tous envie de rêver ici autour de cette table, mais on ne le fait pas forcément de la même manière. Et après, je dirais, moi, je suis le premier à soutenir de ne pas forcément vivre en ville. Hein. C'est pas un idéal que de vivre en ville. Par contre, le fait est qu'elles existent, elles vivent avec leurs problématiques. Et la question de se nourrir en ville plutôt que d'aller aller chercher ça à l'extérieur, c'est une vraie problématique, quoi. Donc, c'est sûr, c'est un sujet qui mérite réflexion, quoi. Après, je ne sais pas forcément sur quel thème on peut engranger ou pas, parce que c'est... Après, je sais Ouais. pas, au niveau du... Il y a peut-être des questions au niveau... je pense que... J'ai une question, moi. J'en profite. Hein. Donc en fait, par rapport aux imaginaires de la ville dont tu parlais au départ, tentaculaires, etc., etc. Enfin moi, alors j'ai pas lu forcément énormément de science-fiction, mais j'en ai lu. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand même, la ville, elle est quand même plutôt cauchemardesque. Alors moi, la question que je me pose, c'est si c'est si cauchemardesque, comment ça se fait que ça existe quand même, et que la plupart des gens vivent en ville, et que les villes s'accroissent, etc. Pourtant, les inconvénients, on les voit, enfin, voilà, la hausse des immobiliers, effectivement, les petits espaces, la fragmentation de enfin, voilà, la nourriture, comme tu disais, qui se trouve à des endroits, la consommation à d'autres, etc. Donc moi, je me dis oui, d'accord, effectivement,
malgré tout, enfin, ce qu'on peut observer, et j'ai l'impression un peu partout sur toute la planète, c'est que malgré tout, c'est dans cette direction-là que ça va. Donc il doit bien y avoir des avantages, et c'est certain qu'il y en a, à mon avis. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rester forcément là-dessus, mais la question que je voulais vous poser, c'est quels sont ces avantages, en fait. Il doit bien y en avoir, sinon ça ne se passerait pas comme ça. Oui, je sais pas, alors c'est le résultat d'une mécanique, mais ça pose question de toute manière. En fait, d'un point de vue tout à fait personnel, pareil, les parents habitent à la campagne, mais mes grands-parents étaient agriculteurs, mais moi, sans avoir forcément appris en fait à vivre à la campagne. Donc plutôt une campagne dortoir. Et au final, arriver à Lyon, parce que c'est là qu'il y a les centres universitaires ou autres, c'est un peu la voie tracée pour continuer à faire des études ou autres, mais sans avoir toujours appris à vivre à la campagne au final. Et là, avec des collègues, on est en train de se poser la question, comment on aimerait vivre un peu plus tard, quoi. Dire, est-ce qu'on ne réinvestirait pas un corps de ferme pour vraiment développer un peu ça. Et on se rend compte qu'il nous manque plein de choses en fait. Qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a jamais su faire au final. Et du coup, ça vient aussi un petit peu de ce concept-là, d'explorer un peu ce qui se fait à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire nous à notre échelle, ce qu'on peut réapprendre, des savoir-faire au final. Et pour pouvoir imaginer être actif dans un milieu rural au final. Parce que là, on a l'impression d'être actif en ville. Est-ce que c'est pas aussi une fausse activité, une espèce de consumérisme quoi, la ville, il y a des avantages parce que tout est à portée de main, facilement, moyennant argent. Et du coup, pour avoir de l'argent, il faut travailler, et à l'heure actuelle, le travail, il est en ville aussi. Et du coup, il y a un petit peu aussi cette mécanique qui se met en place. Après, voilà, ça c'est la vie personnelle, mais... Oui, mais moi justement, ça me faisait penser, alors après c'est une banalité de penser la ville un peu comme une espèce d'organisme. En même temps, si on prend... l'être humain, par exemple, il a atteint cette complexité-là parce que chaque cellule s'est vraiment spécialisée, que les fonctions se sont séparées, etc., et que tout ça fonctionne ensemble. Alors effectivement, s'il y a un machin qui ne fonctionne plus à un moment donné, c'est tout l'ensemble qui périclite, mais malgré tout, ça a amené une complexité justement supplémentaire et qui a apporté du neuf, en fait. Ça a créé quelque chose qui n'existait pas au départ. Et je pense qu'en fait, peut-être que c'est une étape et que ça va aller vers autre chose, mais qu'on n'est pas vraiment capable peut-être de prévoir. Mais enfin, voilà, moi je trouve ça super, tout ce que tu disais là, par rapport à l'initiative personnelle. En fait, effectivement, si on a envie de faire quelque chose pour que les choses changent, on le fait. Voilà, sur ce moment, super. On fait en réfléchissant comment... C'est une question de territoire qui se pose. Forcément, sur un territoire, il y a de la politique. Forcément, sur le territoire, il y a une économie. C'est pas la politique qui fait à manger pour les gens, mais c'est les entreprises qui sont implantées dessus. Donc il faut que ça réfléchisse ensemble. Puis après, il faut que les gens ils aient des espaces, soit en association, soit individuellement, pour qu'ils puissent aussi proposer, porter des projets, mais au service du territoire, systématiquement. Et la manière organique de penser un petit peu l'organisation est intéressante, le parallèle avec le corps humain. Dans le sens où on peut avoir, par l'émulsion générée en ville de tout le monde qui fait plein de trucs différents, on finit par faire se rencontrer les idées, comme on fait par exemple autour de cette table de ronde, ou au quotidien avec tous nos amis qui font tous des trucs différents, ou presque. On pourrait avoir cette notion-là où la ville serait éventuellement un cerveau, et je pense qu'il est temps, pour rejoindre ce que disait Mine, que le cerveau du coup retrouve une petite humilité vis-à-vis du poumon, vis-à-vis de l'estomac, et que là-dessus on accepte en ville que ouais on est des centres, ouais on produit les idées, oui on produit l'innovation pour beaucoup, mais ça il faut que ça se redispatche derrière, il faut surtout que ça se passe pas au détriment du reste du territoire, et là-dessus le facteur économique est très très important. Par exemple sur le prix de l'espace foncier, on est sur un gros décalage entre ce que ça coûte en ville et ce que ça coûte à la campagne, et donc finalement avoir des projets au service de l'humain quand l'argent n'est pas forcément au service de l'humain en plein milieu de la ville, ça devient très très compliqué.
Et en tant que citoyen ou association, voire même collectivité, quand on n'a pas les moyens pour essayer d'entreprendre quelque chose, il faut s'adresser aux mannes d'argent qui sont là. Et ça, c'est 200 000 ans de patriarcat peut-être qu'on traîne. Donc forcément, c'est des fortunes qui sont accumulées dans des petits endroits. Mais je pense que c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut amener et qu'il faut pousser. Et ouais, en tant que citoyen, quand on réfléchit la ville, on réfléchit aussi un petit peu la campagne. Et surtout, quand on habite dans un endroit, on ne va pas dénigrer l'autre endroit sous prétexte que c'est une réserve alimentaire ou quelque chose comme ça. C'est juste rapidement, parce que comme on est dans un festival de science-fiction. Non, mais pour répondre à la question là sur mais pourquoi la plupart des gens vivent en ville, moi j'observe juste mais pourquoi pourquoi il n'y a pas un petit moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans sa vie où on se pose la question du sens en fait, mais qu'est-ce que je fais là en fait Alors moi il me semble que justement dans le monde de la science-fiction on peut aller dans des univers qui nous permettent d'expérimenter différents rôles, différentes choses et tout, et de s'interroger sur le sens. Je me rappelle que, moi j'aime bien, c'est entre autres pour ça que je me suis engagée dans un mouvement politique, c'est parce que j'avais besoin de mettre des mots sur des choses qui me paraissaient super logiques parce que je viens d'un monde très particulier. Et je convoque cette notion de sens parce que le sens, c'est que ça me donne à moi un cap, une direction, et puis ça me permet aussi de me reposer sur des valeurs donc horizontales, verticales, et je tiens debout. J'indique que dans l'histoire, tout à l'heure je disais les vieux élus, il y a pas mal de gens qui ont des imaginaires, des réflexes mentaux du XXe siècle. Jadis, à la campagne, on savait faire des choses, et puis jadis, à la campagne, tout était calé sur la religion. Voilà, les fêtes, j'en sais quelque chose. Il se trouve que maintenant, on n'a pas ce point de repère-là. Il y en a d'autres, des points de repère. Il se trouve qu'un des gros points de repère, mais qui est en train de se casser la gueule, c'est la consommation, parce que les gens ont moins de pognon, plus de pognon, pas de pognon. Alors, voilà, pareil. Moi, j'amène la question du sens, et c'est surtout pas à moi de dire quel est le sens, votre implication sur cette planète Terre ou dans votre vie, mais il se trouve que peut-être ici, vous pouvez croiser des gens qui vous donneront des pistes, qui vous emmèneront dans des univers ou dans des mondes qui vous permettront, dans une semaine, un mois, un an, 10 ans, de dire tiens, moi, ma direction, c'est celle-là, ce que je souhaite, c'est celle-là, et tac, on rencontre d'autres qui peut-être se retrouvent dans cette direction-là. Ça fait un collectif et en général, ensemble, tout est possible. Juste, j'ai cru qu'on avait un petit quart d'heure de plus, mais du coup, voilà. C'est pour, on a beaucoup parlé toute solution peut venir au final de tout un chacun, et du coup j'aurais trouvé dommage de ne pas laisser le temps un peu justement à des questions. Donc voilà, temps de questions. Si tu veux essayer de parler fort. Bonsoir, merci pour vos interventions. Je vais juste jouer un peu le rôle du poil à gratter et un peu critique. J'ai une question à vous poser pour chacun d'entre vous. Juste avec le titre, moi je suis pas bien d'accord. Post-écologie, s'il n'y a plus d'écologie, il n'y a plus d'humain. Donc la post-écologie, ça n'existe pas. Mais bon, bref. La première pour monsieur l'architecte. En fait, là, il y a beaucoup de recherches qui sont lancées récemment en urbanisme, peut-être en architecture, en philosophie, en sociologie, sur la question justement du monde souterrain. Et c'est une piste pour la ville du futur, supposé. Je veux savoir si vous pouviez un peu nous en parler, si vous savez un peu ce qui se passe, parce que en fait on a un peu l'imaginaire du sixième élément, les villes avec les immeubles de 100 mètres de haut, mais je pense que ça va forcément connaître ses limites au bout d'un moment. La deuxième pour monsieur, donc, dans le domaine du vélo, finalement le monde du vélo c'est l'écologie d'aujourd'hui. On sait que c'est les politiques publiques, clairement moi j'ai travaillé dans la GER 21, donc les politiques publiques environnementales, et on connaît les solutions, elles sont finalement plus ou moins faciles à mettre en place. C'est en plus un problème social que technique, si vous voulez. Et finalement, c'est quoi le monde du vélo demain? Et là, je vais être un peu critique. Est-ce que finalement, le fixie, le vélo sans pignon ou
ou le fait de rouler à contresens des voitures, est-ce que c'est ça le monde du vélo demain en ville? Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose, une bonne piste. Pour Madame de l'écologie des Verts, j'ai deux petites questions, a priori contradictoires, mais vous pourrez peut-être y répondre. Vous parlez beaucoup de campagne, mais on sait très bien que l'Europe écologie sont surtout élus dans les villes. Donc est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand même à chaque fois de donner des leçons sur la campagne, alors finalement vous n'avez pas été élu là-bas parce que vous avez une vision finalement de la nature, de l'environnement qui est complètement différente. Et la deuxième, vous parlez beaucoup d'imaginaire, mais finalement, est-ce que votre idéologie n'est pas une limite à votre imaginaire? Parce qu'on sait très bien que votre programme depuis 30 ans, j'ai fait partie de votre parti, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une limite. Enfin, monsieur le dessinateur, moi j'ai une question sur... Excusez-moi, hein, mais je ne me rappelle plus de votre nom de famille. On sait que Ituit, par exemple, ou Equibial, qui ont beaucoup travaillé dessus, je veux savoir quelle vision vous aviez de leur travail, et si vous deviez dessiner sur une ville, finalement, du futur, comment vous vous prendriez pour... voilà, est-ce que vous pourriez un peu le même genre de modèle ou complètement différent? Voilà, je suis plus... On va faire dans l'ordre, je vais essayer d'être bref, hein, mais le monde du souterrain, bon, moi j'ai pas de référence particulière outre que celle que le cinéma a développée de manière assez intéressante, hein, il y a des films d'action, etc., qui ont travaillé là-dessus, donc il y a un vrai imaginaire là-dessus, le peuple qui vit sous la terre, qu'est-ce qui s'y passe. Aujourd'hui, le monde souterrain, il est quand même très utilisé pour tout ce qui va être transport, on va dire le métro, stockage de voitures, le parking, donc il y a une vraie question pour l'avenir proche et plus lointain sur qu'est-ce qu'on va faire de tous ces espaces qu'on a créés si un jour ils amenaient à ne pas être utilisés. À savoir, il y a une problématique fondamentale avec le monde du souterrain, c'est la lumière. Et sans lumière, il ne se passe quand même pas grand-chose. Alors il y a plein d'activités, hein, mais vivre et avoir un espace public souterrain, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est une problématique parce que ces espaces existent. En ce qui concerne les mouvements là-dessus, moi je ne suis pas au courant, donc ça m'intéresse comme on parlait. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus et tout le monde a ça en tête. Pour faire le parallèle avec la question d'avant et la mienne, le monde souterrain, par exemple, à Guanajuato au Mexique, sert à faire du transport même de voitures, où du coup on n'entend pas le bruit des voitures, ils ont la plupart des lignes de voitures qui passent sous terre, et donc comme ça, après, il y a toutes les ruelles et toute la myriade de petits escaliers qui font la magie de la ville, qui sont réservés aux piétons, et là pour le coup on a un espace apaisé. Pour ma question, le fixie, si ça sert d'objet de mode et que ça fait la promotion du vélo chez les personnes assez fortunées pour s'en payer, bah, pourquoi pas. Après tout, il faut pouvoir proposer des vélos pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou alors qui ne recherchent pas forcément le look au travers du vélo, mais plus un moyen de transport. Donc le fixie, ça reste quand même assez dangereux et mauvais pour la santé au niveau des genoux. Ou des accidents qu'on peut avoir avec. Le contresens cyclable, ben en fait, c'est juste la réponse de la place qu'on prend et qu'on réserve au transport au sein de la ville. Si de toute façon tout est apporté par gros fret pour subvenir aux besoins de la ville, on pourrait très bien décider d'avoir beaucoup moins de voitures en ville. Et donc la question finalement de société, si on regarde ce qui fait bouger la société énormément de nos jours, c'est la communication, le marketing, et notamment au travers de l'ère digitale. Et donc quand je vous parlais d'entreprise et des ressources qu'on peut avoir, je pense qu'il faut se donner les mêmes moyens. Et je pense qu'une des manières de faire évoluer des sociétés, c'est d'être communicant et c'est de faire comprendre aux gens les enjeux auxquels ils font face, et pas forcément aller sur du petit désirata par paquet de 3 minutes, mais d'essayer de donner envie aux gens de se projeter là-dedans. Et en se projetant là-dedans, aussi de se doter d'outils réels de communication pour arriver à faire comprendre un petit peu les enjeux et de pourquoi le vélo est une vieille réponse, mais en même temps une réponse actuelle. Enfin, le vélo comme le reste des autres moyens de transport. Alors, je vais essayer de faire vite sur la question sur en gros il n'y a pas d'élu écolo à la campagne. Premier élément de réponse qui est une vérité vraie. C'est horrible, hein, donc là on est dans le monde politique horrible. Effectivement, la plupart des gens qui votent écologistes sont des CSP+, des gens Bac plus 5, qui gagnent largement au-dessus du SMIC et qui donc, on peut imaginer, ne seront pas dans l'urgence de l'instant, donc se posent la question de l'avenir et se posent plus facilement la question de la qualité de vie. Et donc, effectivement, lisent le programme des écologistes, qui n'est pas un programme environnementaliste,
sous cet angle-là et font confiance à des élus écolos comme ça. J'indique que je viens vraiment de la brousse de chez Brousse, hein, en vrai de vrai, contrairement à ce que vous dites, il y a pas mal de maires de villages qui sont écologistes, qui sont encartés écologistes, mais on parle pas d'eux parce que c'est pas glamour, c'est pas sexy, c'est pas convivial, ils passent pas sur TF1, je sais pas quoi, voilà. Pourquoi le programme des écologistes ne séduit pas les gens qui vivent à la campagne? Alors, moi j'ai un élément de réponse, mais qui est calé sur mon vécu personnel, tout simplement parce qu'il se trouve que les gens qui vivent à l'heure actuelle à la campagne, je parle pas dans les mondes périurbains, mais dans la brousse de chez Brousse, eux ils sont dans l'urgence de l'instant. En règle générale, ils claquent un maximum de pognon en déplacement en carburant, voilà, ils ont des problèmes de fric, ils s'emmerdent la vie à conduire leurs gamins à des activités et tout. Donc eux, ils sont là, ils disent moi je vais voter pour le mec ou la nana qui va m'amener un job. Et un écolo, en général, il dit relocalisation de l'économie, et donc ça demande un petit effort aux gens justement de se projeter dans quelque chose et de se faire confiance à soi et de faire confiance au collectif. C'est pas nous les écologistes, on n'amène pas des réponses toutes faites, bien empaquetées à la bleu marine en disant c'est simple, si on les met tous là-bas, vous verrez, il y aura tout pour vous. Voilà. Donc c'est un élément de réponse. J'indique que moi, par exemple, je vis en ville, j'aurais tout à fait pu être élu écologiste dans la brousse où je suis, mais c'est exactement le chemin qu'a dit Amaury. Je suis venue étudier à Lyon, j'ai trouvé un boulot à Lyon, je suis restée à Lyon. Peut-être qu'un jour je retournerai dans la brousse, peut-être pas. Et je continuerai à militer. Je voulais dire que écologiste, c'est l'écologie politique et qu'une des valeurs essentielles, c'est la question de l'émancipation. Et la question de l'autogestion. Donc c'est pareil, peut-être qu'on n'utilise pas les bons mots pour parler aux gens qui vivent en milieu très rural. Après, est-ce que votre idéologie, finalement, ça bloque pas toute forme d'imaginaire? Enfin, j'ai compris votre question comme ça, mais peut-être j'ai mal pigé. L'idéologie écolo, comme moi je l'ai compris quand j'ai adhéré chez les Verts, hein, parce qu'après sinon on peut débattre pendant des plombs sur l'évolution, la base c'était anticapitaliste, antiproductiviste. Moi j'y suis allée sur ces deux pieds-là, mais peut-être que j'ai mal compris. Donc ça n'a pas bloqué mon imaginaire du tout, hein. Comme j'ai dit, je viens d'un monde très 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 étrange, hein, où il n'y avait pas d'argent, j'avais pas d'électricité, donc j'ai un très très grand imaginaire. Et je crois pas que ces deux pieds sur lesquels je suis ancrée et sur lesquels sont ancrés le programme de l'écologie politique pour partie porté par Europe Écologie Les Verts ait bridé mon imaginaire. Mais je vous rejoins, il y a peut-être des gens, voire même des grandes têtes qui passent souvent sur les médias, qui sont bien sur un chemin et qui voient rien d'autre. C'est possible. Alors moi la question c'était comment je penserais à la ville, c'est ça? Ça va être, je pense que ma réponse est vraiment très très à côté du sujet, mais je pense que ce sera vraiment d'un point de vue dramaturgique en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte à l'histoire, qu'est-ce que l'histoire raconte, et donc oui, ça sera vraiment des questions, je pense, esthétiques, dramaturgiques essentiellement, vraiment. C'est-à-dire la ville, non pas. Je pense pas que j'essaierai de l'imaginer en fonction de comment j'aimerais vivre dedans. Je pense que ça sera vraiment en fonction du scénario, de ce que j'ai envie de dire, plus que des questions d'organisation et de fonctionnement, etc. Ce pourquoi encore, enfin vraiment. Enfin voilà, moi j'étais très admiratif de votre réflexion par rapport à tout ça. Effectivement, moi je n'ai pas fait pour l'instant cette démarche-là, et puis surtout je pense qu'il faudrait que je m'y attelle, ce qui m'est jamais arrivé pour l'instant dans les scénarios que j'ai mis en image. J'ai jamais eu besoin pour l'instant de questionner la ville, en fait, ce thème-là. Voilà. Je pense que si je devais le faire, il faudrait vraiment que je m'y attelle, que je lise des choses. Je pense que je regarderais ce que font les architectes. Enfin voilà, il faudra que je me documente, il faudra vraiment que j'apprenne en fait beaucoup de choses. Voilà. Ah oui, moi c'est des problèmes. Enfin, moi j'ai appris énormément de choses cette table ronde. Du coup, on arrive au bout du temps imparti. Donc, on va clôturer cette table ronde. En tout cas, merci dans tous les cas. C'était intéressant.
Vincent, merci à vous aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous alpaguer autour du Caire. Et puis pour la suite, on se voit sur... Pour la suite, je vous invite aussi à rester un petit peu, attraper un ou deux catalogues et puis voir la suite de la programmation du festival. Il y a plein de bonnes choses et il y en a encore jusqu'à mercredi. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de vagabonder avec nous. Voilà, merci.